Comment vous avez travaillé ce roman à quatre mains de cerveau? D'abord parce qu'on est très... Enfin, c'est souvent effectivement la question qu'on nous pose, c'est comment on écrit à deux un roman. Déjà c'est parce qu'on se connaît très bien, surtout qu'on a grandi avec les mêmes références, les mêmes goûts. Donc en fait, on s'appuie vraiment sur le même background culturel et essentiellement culturel. Après on a mis au point l'histoire ensemble, vraiment, mais totalement ensemble. Oui, une idée en appelant une autre, avec toujours ce souci d'exigence, enfin en tout cas j'espère que le lecteur le ressent, d'exigence dans l'histoire, dans la construction de l'histoire et des personnages. Ensuite, une fois qu'on a à peu près chapitré l'histoire, grosso modo on avait à peu près tous nos chapitres, on savait que ça évoluerait forcément. Et puis quand on sait exactement, on sait le contenu, on connaît le contenu du chapitre, on se dit là il va se passer telle chose, mais forcément il s'en passe beaucoup d'autres une fois qu'on l'écrit. Et ce choix, c'est qui le sent. Moi je le sens celui-là, je commence à l'écrire. Alors, si par exemple je commence à écrire le chapitre, je l'envoie à Franck, qui le lit, qui rebondit dessus, qui enlève certaines choses, qui en modifie d'autres, qui me le renvoie. Je lis ce qu'il m'a envoyé, je rebondis encore dessus. Et cette espèce de va-et-vient, en fait, grâce à Internet, puisqu'on est géographiquement loin, ça fait gagner du temps. Cette espèce en fait de va-et-vient des textes fait qu'au bout d'un moment, on a une uniformité tant au niveau des idées qu'au niveau du style. Si bien qu'on peut dire que c'est un style qui est notre style. Je pense que quand j'écris tout seul, quand il écrit tout seul, on ne va pas trouver le même genre d'écriture. Et une chose pour finir, capitale là-dessus, c'est pour ça qu'on arrive de manière très simple à écrire à deux, ensemble, c'est que quand Hervé remet quelque chose en question que j'ai fait ou inversement, il n'y a pas de contestation possible. C'est-à-dire si lui trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que j'ai écrit, forcément des dizaines, centaines, milliers, centaines de milliers, si on va taper ces larges, de personnes potentielles. En tout cas, voilà, si on étend la lecture, pour ça. Voilà, mais si on étend la lecture à des tas de gens, forcément d'autres gens vont avoir le même problème que lui, obligatoirement. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, donc ça veut dire qu'il a raison de le soulever, il faut qu'on trouve une solution. Et inversement, donc en fait, on ne remet jamais en question, il n'y a pas de débat sur « moi je trouve que ça c'est bien, non c'est pas bien ». C'est le non, c'est pas bien qui l'emporte, ce qui fait que ça nous oblige toujours à remettre en question jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous satisfasse tous les deux. Alors, ce qui est très bien, ça, c'est que finalement, la création, le fait de vous connaître en plus, ça vous donne une force de brainstorming sans vous en rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a une confrontation des idées et vous n'hésitez pas, comme vous travaillez en commun, à tout de suite jeter quand l'un des deux sent pas le truc. Exactement. Oui, tout à fait. Ça nous oblige à remettre en question ce qu'on ferait jamais seul, puisque seul, quand on a une idée qui nous plaît, on va pas la jeter. Forcément, on se satisfait de ça, on se dit non, c'est chouette, ça marche. Quelquefois, même, ça nous est arrivé de s'envoyer mutuellement des textes dont on était très fiers. Puis on attendait le retour emballé de l'autre. Non, ça n'arrive pas. Puis on comprend que c'est pas si bien que ça. Et on comprend souvent un peu plus tard pourquoi c'était pas si bien. C'est bien vraiment ce regard mutuel est très important et très utile pour le coup. On va pas le dire bien sûr, c'est plein de surprises tout le long du livre, mais il y a un dénouement comme toute histoire. Est-ce que vous le connaissiez ce dénouement avant d'écrire? Est-ce qu'il y avait un plan jusqu'au dénouement ou pas? Oui et non. C'est-à-dire que dans le fond de l'histoire on le connaissait. Maintenant dans ce qui le fait tenir, de façon, j'allais dire, dans l'esthétique de ce qui le fait tenir, vous l'avez lu, je ne vais pas vous en dire plus, non. C'est des choses qui nous ont été révélées par la réalité. Enfin, c'est un peu redondant ce que je dis, mais c'est... c'est intéressant. Oui, parce que y a un aspect qui nous a tout de suite interpellés, c'est que très rapidement, la réalité a nourri la fiction. Vous l'avez lu, très rapidement, on parle de certaines tombes et de certains personnages qu'on a d'abord imaginé et dont on a trouvé les tombes complètement par hasard et de façon même parfois très surprenante. On peut en dire plus, mais... Toute l'histoire liée en fait, autour des personnages qu'on a choisis, y compris des personnages qui existent à travers l'histoire, Ravel par exemple, mais pas que, plein d'autres choses, on nourrit l'ensemble de l'histoire fictionnelle, y compris la fin. La mort, parce que ça se passe dans un cimetière, je ne vais pas trop en dire, mais la mort est quand même un thème de votre bouquin. Oui.
Mais la mort, c'est ce qu'il y a de plus proche du polar, ce qu'il y a de plus proche du romantisme. Donc, et c'est ce qui nous effraie tous. Ouais. C'est vers ce quoi je voulais aller. Est-ce que c'est aussi parce que ça vous fait peur? Comme tout à chacun. Je pense que je suis quelqu'un... J'ai toujours été attiré par les cimetières. D'ailleurs, quand on... sans être... je sais pas comment on appelle ça, mais... non, voilà. Oui, sans l'aspect malsain des choses. Sans l'aspect malsain, j'ai toujours trouvé ça beau, j'aime beaucoup le Père Lachaise. Mais tous les cimetières m'interpellent parce qu'ils nous renvoient effectivement à notre condition humaine. On vit, mais on meurt. Et je trouve justement que ce que vous dites, je trouve ça très intéressant, à savoir que Marc, qui est un juge d'instruction, se promène dans un cimetière pour une raison sentimentale, en tout cas pour une raison qui n'a rien à voir avec son enquête. Et en fait, il se promène au milieu de morts, bon, sauf que ce sont des morts élucidées, ou en tout cas qui ne posent plus de problème. Mais c'est vrai que le simple fait d'être finalement de promener un juge dans un cimetière, ça crée quelque chose d'assez, un mélange assez intéressant, je trouve. On va terminer avec cette question parce que moi je l'ai trouvé très dynamique. Pour moi, c'est un roman, mais il y a la possibilité d'une adaptation. Est-ce que vous en auriez envie? Oui, bien sûr. Je laisse répondre le scénariste. Non, mais bien sûr, je pense qu'on en a vraiment envie tous les deux. Après, oui, mais évidemment qu'on en aura envie, évidemment qu'on a envie de participer à l'adaptation. C'est pas du tout fait pour. C'est-à-dire qu'on l'a pas écrit en se disant on écrit un film de cinéma ou une unité télé, absolument pas. Mais c'est vrai que tous les retours qu'on a jusqu'à présent nous disent ça pourrait être un film très joli parce qu'il y a un parcours initiatique, donc voilà, il y a des décors qui sont très beaux, les Cévennes, Venise, Paris. Il y a un ensemble de choses qui font que voilà, ça fonctionnerait bien, les rebondissements, les retournements de situation, etc. Oui, on en aurait bien sûr vraiment envie. Oui, parce qu'il y a une vraie atmosphère que vous parliez tout à l'heure, romantique, ça je suis absolument d'accord, et derrière il y a toutes les intrigues. On s'attache aussi beaucoup aux personnages, sinon ça ne marcherait pas. On n'en a pas parlé, donc c'est pour ça que je l'ajoute en fin d'interview. Un grand merci à tous les deux, Franck Calderon et Hervé de Morache. J'invite les internautes à devenir lecteurs de votre premier roman, un polar romantique, La prétendue innocence des fleurs, disponible aux éditions Scrinéo. Et pour nous, c'est un vrai coup de cœur. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.